Bonsoir. Quelle belle salle. Tant d'amis, tant de gens qu'on ne connaît pas encore. Merci d'être là ce soir. On est très touchés, émus de vous accueillir pour cette soirée de poésie rituelle. J'ai envie de vous partager la joie que j'ai aujourd'hui d'être sur scène avec mon petit frère, qui a 9 ans de moins que moi, Jonathan. Vous dire la joie parce qu'on fait des spectacles depuis qu'on est tout petit. C'est comme un rêve d'enfant qui se réalise. J'étais l'aînée, la grande sœur, la grande cousine. Puis j'organisais toutes sortes de spectacles dans lesquels mes frères et mes cousins rentraient. Et voilà que ce soir, pour de vrai, on est sur scène ensemble. Alors merci de nous accueillir dans notre première fois. Bonsoir à tout le monde aussi. Je suis très heureux d'être là, de vous rencontrer toutes et tous. Le spectacle que vous allez découvrir ce soir, c'est un spectacle sur nos cheminements croisés par rapport à nos origines, à notre métissage de France, du Vietnam et autres, évidemment. Québec. Du Québec, de la Belgique d'ailleurs. C'est aussi un spectacle qui tisse des liens entre notre histoire familiale et la grande histoire, l'histoire collective. Et peut-être l'histoire du Vietnam, évidemment, et peut-être même une histoire encore plus grande. Alors, dans ce spectacle, ce qui est aussi important, c'est qu'on raconte l'émergence de notre voix. Comment est-ce qu'on en est arrivé à être devant vous, tout simplement, ce soir. Parce que ça a été un processus, un cheminement. Et le spectacle sera composé de 5 chapitres, de 5 tableaux. Un mot aussi sur l'autel des ancêtres que vous voyez là. Il fait partie de la culture vietnamienne. Il est très ancré dans la culture et la tradition vietnamienne, ce culte des ancêtres. Et quand on était petit, dans le bureau de mon père, il y avait la photo de son père, Van Liu, et la photo de son frère qui est décédé. Et puis le dimanche, il allumait des bâtons d'encens. Il y avait aussi 2 grands bougeoirs en cuivre. Et puis au fur et à mesure des déménagements, l'hôtel a disparu. Je l'ai plus revu. Et à un moment donné, en allant plier du linge et en le rangeant dans les placards de mon père, j'ai découvert les portraits qui étaient cachés derrière des piles de linge. Alors, en écrivant, à un moment donné, j'ai eu la vision de faire un hôtel des ancêtres chez nous, chez moi, au Québec. Alors voilà comment cet hôtel a réapparu dans nos vies. Et on voudrait, avant de commencer le spectacle, exprimer vraiment toute notre gratitude au Centre culturel vietnamien du Canada, à Kim et à Victor pour leur soutien, pour avoir réalisé cette vision, ce rêve qu'ils ont eu et qui s'est réalisé très vite finalement. Et puis remercier aussi Yoon et Tao qui vraiment apportent toute cette dimension aussi de la musique, de la vibration de la musique, de la vibration du son ce soir qui vont nous accompagner. Merci à vous. On y va ? Vous êtes prêts ? Oui.
C'est un matin d'été de l'année 1977. Tu vas déclarer ma naissance à la mairie de Vénissieux, dans la banlieue de Lyon. Tu as choisi mon prénom vietnamien, Thuy, et tu l'as placé en premier, avant mon prénom français, Aurélie. Thuy, l'eau pure, celle qui n'a pas été souillée. De quelle destinée secrète rêves-tu pour moi en m'appelant ainsi? Me veux-tu eau de source qui jaillit après des années de sourde filtration à travers la terre et la roche, lac serein bordé de pagodes et de nénuphars, ou torrent impétueux à l'assaut des montagnes? Pour mes frères, le prénom vietnamien se rangera après le prénom français. Michael Hung, courage. Jonathan Wang, royal. Toi, tu t'appelles Wang Dip, papillon jaune et royal. Photo de toi, en noir et blanc, un peu jaunie. Tu dois avoir à peine 20 ans. Tu es dehors, au soleil, le torse nu, les cheveux longs. Derrière toi, une plante grasse étire ses feuilles pointues vers le ciel. On dirait une parure pour un roi de la jungle. Ton visage est doux, féminin, sauvage. Cette dernière nuit de juin, tu n'as pas encore ton diplôme d'obstétricien, mais tu n'as pas froid aux yeux. Te voilà dans la salle de travail à accompagner maman dans ses contractions. Elle rassemble ses forces, elle pousse encore, et me voilà, moi, ton premier enfant, ta fille. Ah, tu es un peu déçue que ton premier-né ne soit pas un garçon, mais tu feras une princesse de cet enfant-là, et tu auras bien le temps d'avoir un garçon pour qu'il reprenne le flambeau, comme tu dis. À l'aube de ce 1er juillet, tu m'appelles Thuy, l'eau pure, pour laver quelle blessure. Je t'imagine sur le chemin de la mairie, tandis que maman se repose enfin. Tu marches sur les berges du Rhône, le cœur lourd et léger, et c'est le Mékong que ton regard embrasse. Avec ses sampans, ses ponts de bois, les pêcheurs qui lancent leurs filets, et les enfants qui crient lorsque les poissons-chats frôlent leurs jambes nues. Tu penses à ta mère, qui est si loin. Elle aurait bien voulu que tu épouses une Vietnamienne, mais te voilà en France par la force du destin. Ce matin, tu es devenu père. Étrange de regarder son enfant et de ne pas se reconnaître en lui. Ton cœur bondit pourtant de fierté et de tendresse. Il y a une photo du bébé en noir et blanc, quelques heures après la naissance. La mère est assise à côté, penchée sur le nouveau-né. Elle a les yeux mi-clos et sourit comme une madone. Il n'y a pas de photo du bébé avec le père, mais j'aime penser que c'est lui qui prend la photo. En cette nuit du 19 novembre 1986, le père arrive juste à temps pour te cueillir. Il a bien failli ne pas être là. Le souffle court, il ouvre grand ses bras. Nous sommes aux 4 rue Saint-Exupéry, à Belfort. Tu n'es alors qu'une épaisse touffe noire et tu apparais sans crier gare. Pas dans une clinique, mais à la maison, comme s'il fallait marquer ton territoire. Devant tes pousses et repousses noires de jet, on t'observe et les conjonctures vont bon train. Je descendrai d'Amérique latine, des steppes verdoyantes de Mongolie ou des montagnes imposantes du Népal. Je serai même iroquois, ou peut-être un peu tout à la fois. On devine rarement d'où je viens, et lorsque je mets fin au mystère, on vogue avec toi vers l'ailleurs, aux confins d'un imaginaire sensuel. On respire une fraîcheur de coriandre et de citronnelle. On goûte le café fumant au lait concentré sucré. On plonge au cœur du delta baignant les rizières. On vogue vers de lointaines contrées, celles de la famille de Wang Dip, vietnamien, qui, par la force du destin, est depuis si longtemps exilé. Chevelure, chère chevelure, longtemps tu cherches ta place, telle une rebelle noyée dans la masse. Coupe au bol, ou pète, ou crête. Coupe à blanc jusqu'au frisson du crâne rasé, comme ces forêts
que l'on a dévastées. Tu attises des incendies bien malgré toi. Tu fais fuser convoitise ou moquerie. Devant ta raideur qui donne du fil à retordre, plus d'un coiffeur s'écrie « Ah, le cheveu asiatique, qu'il est difficile à coiffer !» Soudain, tu me définis. Je suis tignasse, revêche et résistante, crins trop fins et raides pour être modelée. Je fais des épis comme on fait des caprices. Je me sens vaporeux, presque hors de mon corps, presque hors de moi, comme si je n'étais pas là. Le réel, soudain, fait fracas. J'ai 9 ans. À l'école, on nous initie à l'allemand de manière ludique. Parmi les chansons que nous avons apprises, il y en a une qui reste gravée dans ma mémoire. Elle s'intitule « Drei Chinesen mit dem Kontrabass ». C'est l'histoire de 3 Chinois qui jouent de la contrebasse et qui se font interpeller par la police. Un couplet tout simple qu'on répète gaiement avec une voyelle unique que l'on change à chaque itération de la strophe. Seul asiatique, dans cette petite classe, je chante et je ris à chaque nouveau couplet. Inconscient, l'air de rien. Aujourd'hui, on chante toujours cette chanson aux enfants pour leur apprendre la phonétique allemande. Inconscient, l'air de rien. J'ai 10 ans. Dans mon cours de ballet, la professeure nous dévoile le thème de notre spectacle de fin d'année. L'excitation est à son comble. Il s'agit de la fête foraine. Parmi les attractions que visiteront les petites filles en jupes et en ballerines, il y aura notamment un clown, une funambule et une danseuse cambodgienne. Le regard de Madame Giroux se tourne vers moi avec insistance. Aurélie, tu veux bien faire la danseuse cambodgienne ? Nous laissant imaginer ses faux ongles dorés et pointus comme des poignards, elle se met à faire des mouvements de contorsion des mains et des pieds. Je suis sans voix. Elle insiste avec impatience. Alors ? Prenant mon courage à 2 mains, je parviens à articuler « Je crois que je préférerais jouer une petite fille. » Déçue et fâchée, elle lance un appel à toutes et c'est finalement Valérie, mon amie blonde aux yeux bleus et aux joues roses, qui répond. Je fais bonne figure, mais le cœur n'y est plus. Je sors du cours, habitée par un maelstrom d'émotions, à la fois soulagée de jouer la petite fille comme les autres et humiliée d'avoir été désignée devant tout le monde. J'ai déçu les attentes de ma professeure, mais j'ai surtout l'impression d'avoir trahi quelque chose d'essentiel sans savoir de quoi il s'agit exactement. J'ai 10 ans. Nous venons de déménager. Nouvelle ville, nouvelle école. Alors que des amitiés se tissent dans la cour de récréation, on me tend pour la première fois le miroir difforme de ma différence. Les qualificatifs sont colorés, monocolores. On m'appelle face de citron, jaune d'œuf. Ma mère me dit « Tu n'as qu'à leur répondre que ce sont des blancs-becs. » En mon fort intérieur, ça sonne creux et pas cinglant comme leurs insultes à eux. En mon fort intérieur, j'aimerais être comme mon grand frère, qui course tous ceux qui ont la témérité de l'insulter de Shintok. Mon cœur cristallise ses grains de désamour et au moindre choc, il pourrait se briser. Ma langue, pour longtemps, se pétrifie comme la pierre tant elle est sidérée. J'ai 20 ans. À l'approche de Noël, je travaille dans une boutique de parfums pour emballer les paquets cadeaux. Sur l'heure du dîner, je me rends dans la cuisine commune et fais chauffer mon plat de dorade au gingembre. L'odeur du gnoc mam se répand dans la pièce. Je me sens mal. Il est trop tard. Je vois ma collègue qui retrousse le nez sans dire un mot. La gérante fait irruption et se met à renifler bruyamment. Mais ça pue! Mais ça pue! C'est quoi cette odeur? De la dorade au gingembre, un plat vietnamien.
c'est la sauce Mais de poisson. comment tu peux manger un truc pareil? Ça sent. Cherche ces mots d'un air mauvais, puis s'exclame triomphante. Ça sent la chatte mal lavée. Chaque Noël, nous nous réunissons à Paris avec la famille de notre père. C'est l'euphorie en voiture lorsque les lumières du périphérique défilent, lorsque les retrouvailles avec les cousins se profilent. Ces fêtes nous réunissent autour de notre grand-mère Kim Lang, qui a élevé courageusement 6 enfants et a veillé sur leur destinée. Nous l'appelons Mamie Nonoï. Bien plus tard, nous apprendrons que c'est la déformation de Ba Noi, la grand-mère intérieure du côté paternel. Les plats vietnamiens et français s'enchaînent. Salade goy à la papaye verte, rouleau de printemps, wonton croustillant à la sauce aigre douce, mais aussi traditionnel foie gras, huîtres et saumon fumé, sans oublier la bûche, parfois au durian. Nous, les enfants, nous réclamons des tournées de cadeaux. L'un après l'autre, nous recevons des mains de Mamie Nonoï une petite enveloppe rouge dans laquelle est glissé un billet. Sa pétarade de bombes surprises d'où jaillissent des cotillons, des masques bariolés et des serpentins. C'est la fête. Et pourtant, c'est aussi un grand silence. Le silence de l'histoire, car le passé est un mystère. Notre culture et notre histoire, nous les absorbons par la nourriture, dans une sensorialité au-delà des mots. Les oncles et les tantes ne parlent jamais de ce qui s'est passé avant leur arrivée en France. Il n'y a que des esquisses, des tangentes, des lignes de fuite. Mais nous ne les interrogeons pas non plus. Parfois, nous tournons même en dérision leur accent, leur mimique ou leur cadeau maladroit. C'est peut-être nous, les Occidentaux. J'ai la trentaine. Je veux comprendre d'où je viens. Je veux lever les silences qui pèsent sur notre histoire familiale. J'ai des questions précises à poser à mon père sur mon grand-père Van Liu, que je n'ai pas connu, et sur mon oncle Hui, décédé de façon mystérieuse. Un soir, de retour à Dijon, j'invite mon père à prendre un verre en ville pour lui poser mes questions. Ces moments, tous les deux, sont si rares. Je ne me rends pas compte que je fais effraction dans son intimité et surtout dans sa blessure sacrée, celle de ne pas avoir été là lorsque les siens avaient besoin de lui. Alors qu'il a bu un cocktail, lui qui supporte mal l'alcool, il se met soudainement en colère et s'adresse à moi en prononçant ces mots. Vous, les Occidentaux. La violence de la charge me tétanise. J'ai l'impression d'être pulvérisée. Comme si ce que j'avais tenté de rassembler tant bien que mal depuis l'enfance pour me fabriquer une identité explosait en minuscules particules. Ma matière, mon corps, mon socle, mon histoire, le visage que je présente au monde, tout cela désintégré par ces 3 mots de mon père, vous, les Occidentaux. Nous rentrons à la maison et je vais pleurer dans ma chambre en silence. Comme mon père, je me sens apatride, plus encore orpheline. Où est mon clan désormais ? Toute une vie pour se mettre au monde, toute une vie pour faire entendre sa voix. Je viens de loin, d'un pays où l'on a perdu la voix au détour de l'histoire. Mon père s'est tué le 30 avril 1975, le jour où les communistes sont entrés dans Saïgon. Il venait d'avoir 30 ans, il étudiait en France. La chute du Sud-Vietnam a mis brutalement fin à son rêve de retour. Ce fut le début de l'exil. La fin de l'innocence. Peur pour les siens, restés au pays, menacés par les représailles et les camps de rééducation. Quel joli mot pour déguiser l'horreur.
Peur pour ceux qui, tentant de fuir une mort certaine, se jettent sur des embarcations de fortune, se livrant ainsi à la fureur des flots, aux pirates, à l'inconnu. Après la domination chinoise, la colonisation française, l'invasion japonaise et la guerre avec les États-Unis, déposant délicatement son napalm sur la peau des femmes et des enfants, le pays se retrouve enfin libre et s'entre-déchire. Le nord contre le sud, telle une hyène ricanante, la haine s'exerce désormais au sein d'un même peuple. L'indépendance a un goût amer, elle devient guerre fratricide. Le cycle de la violence se répète inlassablement. Lorsqu'elle n'est pas dehors, elle est dedans, dans le cœur des hommes. Mon père s'est tu dans ce désastre. Il ne se reconnaît plus là-bas, dans ce régime qui le prive de sa terre, qui le spolie de son enfance parfumée de riz et d'insouciance, qui fait disparaître son frère et emprisonne sa sœur. Il ne se reconnaît pas en France. C'est où chez lui? C'est où chez nous? Loin de ses racines, il a appris à enfouir la souffrance, à domestiquer sa parole. On ne peut raconter l'indicible, il faut faire bonne figure pour être accueilli sur sa nouvelle terre. Et il veut donner aux siens, qui tentent de le rejoindre désespérément, la chance d'un nouveau départ. C'est de cet interdit que je suis née. Ne pas dire la violence, l'impuissance, le désespoir, sous peine de faire remonter le chagrin immémorial, sous peine d'être rejeté de sa terre d'accueil pour cause de paroles irrecevables. Mon histoire est celle d'un double déchirement. Celui de ce peuple divisé et celui de mes deux origines. De par ma mère française et mon père vietnamien, j'ai en moi le colonisé et le colonisateur. Celui qui baisse la tête soumis et celui qui la dresse fièrement. Celui qui ne s'estime pas digne, jamais, et celui qui se croit au-dessus des autres, toujours. Mon rapport au monde est teinté de cette oscillation permanente, idéalisée, méprisée. Dans mes paroles et dans mes actes, on peut apercevoir l'enfant gentil, poli, irréprochable. Dans mon cœur, la résistance passive, la rébellion qui couve, la colère qui me consume de ses cendres puisqu'elle ne peut sortir. Que faire dans ce chaos de voix intérieures qui s'entrechoquent? Que faire avec cette part de moi qui veut détruire l'autre? Il aura fallu que je vienne au Québec, sur une terre qui n'est ni celle de mon père ni celle de ma mère, pour que le rapatriement commence. Rassembler les morceaux épars qui s'ignorent et se blessent depuis toujours, apprendre le dialogue, la coexistence. Tu es cette Française fière et orgueilleuse avec sa volonté de puissance et de conquête. Tu es cette Vietnamienne meurtrie du dedans, empêchée dans sa parole, force tranquille et contemplative. Cependant, tu n'es pas que cela. Tu es la rencontre de ces deux cultures, l'une sèche et aride, l'autre humide et chantante. Tu es ce tissage, ce métissage entre deux étoffes, entre deux soies, l'une héritée de l'Asie, l'autre provenant des canuts lyonnais. Et ton appel secret n'est-il pas d'être le pont qui relie l'inconciliable? Mais le chemin n'est pas simple pour naître à sa voix. Il aura fallu, comme Orphée, descendre aux enfers, comme Jacob, lutter avec l'ange jusqu'à ce qu'il m'ait béni. C'est après la remontée de l'ombre que la reconstruction peut avoir lieu. Alors, ma voix s'élève. Pas une voix céleste, j'ai quitté ma peau d'ange. J'ai agrippé mon ombre au passage, et je suis devenu cet être imparfait, discutable. Je peux parler puisque j'ai vécu les combats dans mon corps, dans ma chair. Je peux parler car j'ai moi aussi traversé la violence, l'indicible déchirement. C'est un cri, c'est un chant qui a désespérément besoin de l'autre pour se faire entendre. Alors, le cri solitaire devient appel de détresse, de reliance, d'espérance. Et ma voix, une lyre pour charmer les bêtes sauvages, apaiser la nuit de l'âme, adoucir l'infortune de l'exil. Lorsque je dépose les armes et que j'accepte enfin d'être le fruit de cet intime mélange, alors je peux naître à ma voix singulière.
Tout de moi a le droit d'apparaître, l'ombre et la lumière, le ciel et l'enfer, dans leurs reflets chatoyants et leurs nuances infinies. Un an après avoir écrit ce texte, je découvre en 2012 le Kassala, cet art poétique originaire d'Afrique subsaharienne qui inscrit la personne dans sa lignée, dans son histoire, son territoire et ses liens. Art de la joie et de l'émerveillement, le Kassala célèbre le vivant sous toutes ses formes. Je me redresse, je retrouve ma noblesse. Ma transformation personnelle fait une révolution culturelle dans ma famille, puis bien au-delà. Le Kassala se propage et devient un rituel pour célébrer passages et anniversaires. Je deviens Thuy, Aurélie, la tisseuse de soie. Je suis Thuy, Aurélie, la fille des bien-aimés Wangdip Nguyen et Marie Moriamé. J'écris sur l'exil, la migration, la filiation et la transmission. Depuis toujours, je suis bouleversée par les origines perdues, les pays arrachés, les visages oubliés, les pages tournées trop vite, les enfances grandies trop tôt. Depuis toujours, je suis bouleversée par la mélancolie de mes ascendants. Je cherche la joie pour eux, pour moi et pour celles et ceux qui viendront après moi. Je cherche le passage qui permet de sortir de la honte et du ressassement, de passer du ressentiment au consentement, de la revendication à la gratitude. Je cherche l'étincelle qui va remettre le feu aux poudres et animer ce qui s'est figé de toute éternité. Je suis Thuy, Aurélie, la marcheuse infatigable, celle dont la quête ne s'arrête jamais. Je suis bénie des dieux de croiser un jour à Paris la sorcière Baba Yaga, dite Jeanne-Marie Ruguera, la femme aux 1000 collines, au métissage inédit, moitié Hutu, moitié Tutsi. Après cette rencontre bouleversante, je quitte la France pour étudier au Québec, à Rimouski, où Jeanne m'accueille dans sa maison mouvante et émouvante, aux couleurs rouges du Rwanda. À ses côtés, je prends conscience de mon métissage et du défi d'appartenir à une double culture marquée au fer rouge par l'histoire. Déchirée entre la française et la vietnamienne, entre la colonisatrice et la colonisée, j'ai du mal à m'accueillir dans mon entièreté. Jeanne m'initie à la gratitude par ses récits édifiants et ses éclats de rire qui résonnent dans le Bas-Saint-Laurent. Grâce à cette femme étincelle, voilà que je rencontre aussi le sorcier lumière, monsieur Toubaka, qu'on appelle Jean Kabuta, dit aussi Jean Di, l'engoulevent, celui-là même qui m'enseigne le Kassala, l'art de la célébration, et me proclame docteur en Kassala. Il me montre le chemin de l'émerveillement et de l'Ubuntu, l'art d'être humaine et de sculpter sa vie telle une œuvre d'art. Pas à pas, j'apprends à chanter au son des tussalas et des pétales de rose. Me voici devenue Thuy, Aurélie la métisse, l'eau pure et impure, celle qui marche à son rythme vers la joie. La guerre s'apaise dans mon cœur, la mélancolie n'est plus qu'un souvenir. Je retrouve la grandeur que j'avais oubliée. Je reconnais la lignée princière dont je suis issue. J'assume la fierté de mes cultures, doux métissage entre l'Orient et l'Occident, entre le Nord et le Sud, entre l'Europe, l'Asie et l'Amérique, sans oublier l'Afrique, précieux berceau de notre humanité. Me voici devenue Thuy, Aurélie, la tisseuse de soie. Par mes mots, je tisse des fils souples et élastiques qui relient les êtres ensemble et les sortent de l'isolement. Mes mots magiques, alchimiques, renouent les filiations rompues, rétablissent les arbres généalogiques, les liens d'amour blessés à l'horizontale et à la verticale. Je mets du moelleux dans l'essieu, de l'humide dans l'aride. Je m'incline devant ma lignée, je la fais exister par des mots qui dansent sur le papier. Me voici devenue Thuy, Aurélie, docteur en création. Et je suis chanceuse, moi, d'avoir ce don des mots qui raniment les morts. Ils rappellent à la vie ceux qu'on a oubliés, celles qui font partie d'un autre temps. Je chante sur tous les tons le nom de mes ancêtres que je vois en rêve. Et je frappe le mât et le bol vietnamien pour me souvenir que je ne suis pas née seulement du vent et de la pluie, mais de ces êtres emplis de noblesse, qui ont vécu la guerre et le déracinement, sans jamais désespérer.
Tendez maintenant l'oreille aux échos de cette transformation dans notre famille. Toi, Jonathan, qui chantait Drei Chinese mit dem Contrebass, inconscient, l'air de rien. Que s'est-il passé depuis ? Au commencement était le sommeil. Je dormais profondément dans un cocon velouté. Ma léthargie s'étirait à l'infini, comme les enchantements de tous ces dessins animés qui m'ont longtemps bercé. Je ne ressemblais jamais à leurs héros, mais je voulais être comme eux. Moi et mes yeux en amande, moi et mes cheveux raides et soyeux. C'est à l'école que j'ai pris une couleur. Dans un éclair fulgurant, on m'a dessiné avec un crayon de couleur, celui du jaune primaire. Dans un éclair fulgurant, on m'a décrété « Je suis devenu jaune ». Jaune, ça se peut-il vraiment ? Moi, je me voyais presque noir en rentrant des vacances d'été. Je me délectais de ce teint hâlé, de cette peau mate qui disait l'ailleurs, mon ailleurs inconnu où le soleil incandescent émeut la peau de sa moite chaleur. Jaune, j'ai longtemps ri. Acides étaient les paroles et les moqueries au vitriol, quand la pensée d'un autre temps raillait mon absence de pilosité, meurtrissait ma masculinité, caressait mon exotisme sexualisé. On disait que c'était pour rigoler. On dit même aujourd'hui qu'on ne peut plus rire de rien, comprenez par là des minorités. Ceux qui ne rient pas se taisent tels de silencieux complices, car qui ne dit mot consent. Dans un rôle ou dans l'autre, l'humanité se perce les flancs. En silence, j'attendais que l'onde de choc me traverse, ce trauma qui sidère l'âme et ne laisse jamais indemne. J'ai baissé la tête, j'ai fait le dos rond, comme tant d'autres avant moi. Un stratagème, maintes fois éprouvé, pour passer entre les gouttes, pour ne pas faire de vagues, pour envoyer l'image de l'asiatique travailleur et docile qui me collait à la peau comme un déguisement dont on m'avait affublé. Je ne voulais pas créer de malaise avec ma trop grande complexité, avec mon drôle de métissage. C'était ça, la République universaliste. Ne vous méprenez pas, la révolte grondait déjà en moi. Peu à peu, je m'enfonçais au cœur des ténèbres. Je mesurais l'étendue de l'injustice par ce mythe mensonger de l'égalité, par cette histoire unique prêchée dans l'enseignement et dans l'espace public. On louait Victor Hugo pour les lettres et pour son rôle dans l'abolition de l'esclavage, mais on omettait son appel au pillage de l'Afrique. « Allez, peuple, emparez-vous de cette terre, prenez-la. À qui ? À personne » lança-t-il sous un tonnerre d'applaudissements. On louait Jules Ferry pour ses bienfaits sur l'éducation, mais on taisait son rôle dans les colonies. Au nom d'une république universelle, c'était un droit, car un devoir de civiliser les races inférieures. Ces grands hommes parlaient de barbarie, de sauvagerie, des mots qui désignent aux mots qui définissent. Mais les vrais barbares, qui ont-ils été ? Mes héros, ma République écornée. Oui, le tourbillon de la révolte grondait, tout mon être s'indignait. Je pensais aux descendants des barbares, à ces enfants de la République qui, sur les bancs poussiéreux de l'école, ont appris l'ignorance de leur propre histoire. Mais ma voix était empêchée. J'étais muet comme une tombe, face à la peur de tout bousculer. Tout ça, c'est loin. Ne remuons pas le passé, disait-on pour que le voile ne soit pas levé. J'ai compris que l'histoire ne s'oublie pas. Elle ne s'arrête pas comme par magie, par une date d'indépendance. Elle poursuit sa marche inexorable. Elle continue à hanter les âmes tant qu'elle n'est pas exorcisée. Tel est le destin du passé colonial. L'heure est maintenant à l'éveil. Appel d'air et élan de liberté du papillon qui enfin s'extrait de sa chrysalide fissurée.
Le temps a été précieux. Chaque seconde égrenée portait en elle un sens caché. Il m'a fallu du temps pour apprendre à me tenir debout, à nommer ces vérités interdites de toute la puissance de mon timbre. Il m'a fallu du temps pour accéder à ma propre parole et me libérer de ces pressants échos qui ne m'appartiennent pas. Il m'a fallu du temps pour prêter l'oreille à d'autres voix qui disent l'histoire différemment. Il m'a fallu du temps pour oser vibrer, pour oser respirer avec amour et témérité. Aujourd'hui, je marche dans le sillage de celles et ceux que les archives ont oubliés, ces grands explorateurs de la liberté qui se sont battus dans la poussière et les larmes là où l'humanité s'était retirée. Je marche, nous marchons, pour retrouver leurs empreintes dans les sables mouvants de l'histoire, pour leur insuffler une nouvelle vie et raviver leur flamboyant feu sacré. Il y en a tant qu'il faudrait nommer, une constellation d'illustres inconnus qui ont pourtant façonné le monde, loin de l'image de victimes ou de barbares que l'Occident leur a prêtée. Aujourd'hui, j'ai l'audace de réveiller les morts pour les rappeler à notre mémoire. Je nomme Marie Nyanjiru, fille du peuple Kikuyu, qui s'est levée contre le joug britannique au Kenya, contre la ségrégation des Noirs, contre le travail forcé des femmes dans les plantations de café. Celle qui, entre chants, prières et danses, conduit les siens à la rébellion. Prophétique de la lutte des Mao Mao, celle qui fut plus homme que les hommes en osant révéler sa nudité, celle qui, suite à une balle perdue, resta célébrée chaque soir à la veillée. Je nomme Abdelkrim el-Khattabi, fils des peuples berbères, unificateur de la résistance des tribus aux invasions espagnoles et françaises, celui qui proclame la République du Rif sur ses collines aux éclats verdoyants de sapins, de pins noirs et de cèdres de l'Atlas où souffle le vent du divin. Celui qui, après 5 ans de liberté, se rend pour sauver les siens du déluge de feu qui s'abat. Celui dont l'épopée fascinera bien d'autres insurgés, de Ho Chi Minh à Che Guevara. Je nomme enfin Sarojini Naidu, fille de l'Inde aux multiples visages, poétesse charismatique et chef politique, celle qui lutte avec Gandhi pour l'indépendance, dans l'amour et la non-violence, celle grâce à qui les femmes trouvent leur voix pour s'élever contre le prix du sel, qui enlève aux pauvres jusqu'au goût de la vie. Tout au long de leur marche, les prières résonnent, on entend Shanti, Shanti, Shanti. Par ces mots, je rends grâce à leur courage illuminé, à leur résistance méconnue, au souffle ardent qu'ils ont répandu lorsque la dignité était piétinée. Par ces mots, je rends grâce à leur lutte qui vibre d'une humanité qui n'est qu'une. Je marche, nous marchons, jusqu'aux confins du monde, Afrique, Asie, Amérique, Océanie, notre voyage n'a peut-être pas de fin. Trouvons enfin nos libertés, autorisons les mémoires interdites, réveillons les imaginaires endormis, épousons ce souffle salvateur de l'histoire remise à l'endroit, de l'histoire brossée à rebrousse-poil pour mieux éveiller les consciences. Il ne s'agit ni de revanche ni de colère, mais de mettre au jour d'autres vérités. C'est un voyage collectif sans oppressé ni oppresseur, c'est un voyage de guérison pour notre humanité meurtrie. Moi, Jonathan Wang Nguyen, poète métisse de France et du Vietnam, qui a fait de la Belgique sa terre d'accueil. Je célèbre aujourd'hui ma parole souveraine en tout instant. Par mon chemin de vie, j'ai appris à vibrer du jaune, la couleur primaire et fondamentale, dont découlent tant d'autres nuances. La couleur de la créativité, mais aussi celle du moelleux de la mangue qui nous adoucit par sa saveur sucrée, celle des citrons acidulés de menthon que l'on sirote dans la fièvre de l'été. Je suis, nous sommes, toutes les couleurs, jaillissant comme des sources sur une toile qui s'anime soudain de reflets phosphorescents. J'appelle toutes ces autres couleurs à résonner comme ma voix dans le monde entier. De ma bouche, je fais ondoyer les cœurs. De mon souffle, je redonne vie aux invisibles. De mes mots, j'illumine de nouveaux horizons.
De l'aéroport de Roissy. Les aiguilles rythment mon impatience dans ce lieu d'attente et de latence où l'être s'étire vers d'autres horizons. Je suis souvenir au souffle alangui, je suis pupille dilatée par le manque, sur la langue j'ai encore le goût du pays et en mon cœur les tambours de Saigon. Tant d'années avant de fouler la terre, tant de fuites que je voudrais rattraper, le puits en moi sera-t-il un jour rempli? En quête de racines, me voici fébrilité. Alors que j'observe tout autour de moi, devant mes yeux défilent d'intimes tableaux. Jeune métis en émoi, touriste taïbalo, ou visiteur vietnamien rentrant au pays. Terminal 2E. Que les heures sont longues. Sur les sièges de la porte d'embarquement, je rêve déjà de plages de sable blanc. Je rêve de cette moiteur qui trouble l'âme. C'est alors qu'une vieille dame m'apparaît. Avec son accent, elle me dit habiter Paris. Elle a l'odeur camphrée du baume du tigre. Est-ce toi, Kim Lang, ma défunte mamie? L'annonce du vol me tire de ma torpeur, la foule vibre d'une joie qu'on ne contient plus. Pas besoin d'attendre mon arrivée au pays pour me sentir chez moi et bienvenue. Terminal 2E. Je deviens un voyageur du temps qui quitte l'aube à la rencontre du couchant. 12 heures de vol pour embrasser le tarmac du fiévreux aéroport de Tung Sung Nhut. Me voilà le cœur en chamade et l'avenir entre les mains. On m'appelle Tung Sung Nhut. Certains me disent simple lieu de passage, car le corps est là, mais l'âme voyage. Pourtant je suis gardien de l'histoire, pourtant je suis flambeau des mémoires. J'ai vu la colonisation et la guerre, les pales en furie des hélicoptères. J'ai vu des millions de passagers et tant de derniers regards échangés. 1972. Voilà qu'entre mes murs, la famille Nguyen semble oublier cette guerre, comme si elle n'avait jamais existé, comme si elle ne les avait pas forcés à fuir, comme si elle n'avait pas dynamité leur maison et des montagnes sacrées de souvenirs, comme si elle ne les avait jamais séparés. Je suis le sourire de Wang Dip, le fils aîné qui n'était pas censé l'être, parti sans savoir s'il allait revoir sa famille. Depuis 9 longues années de conflit, son sourire masque les épreuves, son regard, les rêves qui s'envolent. Mais aujourd'hui, le destin l'a appelé à revenir sur sa douce terre de mousson pour des retrouvailles miraculeuses, où seule une joie cristalline s'est invitée. Je suis la réunion de cette famille après tant de ferventes prières. Ils sont toutes et tous là. Van Liu, le père, Kim Lang, la mère, et les frères et sœurs restés au Vietnam. Mai, Dip, Nhung, Huê, Ngoc et Cam. Ils se serrent les os et la chair. Ils parlent vite, très vite, pour rattraper le temps sacrifié. Ils rient comme on rit quand le temps nous est compté. 1972, voilà qu'entre mes murs, ils se retrouvent enfin tous ensemble. Intime moment suspendu de l'histoire. Plus conscient que quiconque de la fragilité de l'existence, du destin qui décide et qui tranche, car il s'agit de leur dernière retrouvaille. Wang Dip ne reverra plus son père. Il ne reverra plus son frère Huê.
C'est son plus grand regret. Mais secrètement, dans son armoire, il honorera toujours leur mémoire à travers 2 beaux portraits. Moi, Tang Sen-Nyut, je les regarde réunis et je les garde en moi. Je suis le témoin qui défie le temps qui passe et les corps qui trépassent, car en mes murs demeurent les sourires des retrouvailles et les soupirs des adieux. Entre les murs de l'aéroport Tang Son-Nyut, c'est déjà l'heure de se séparer. J'ai le cœur gros de rentrer à Paris puis à Montréal. Toi, tu restes à Saigon, encore 3 mois. Après avoir abalé un bol de feu, tu m'accompagnes jusqu'aux douanes. Je te prends dans mes bras, tu te laisses faire. Pour la première fois, notre au revoir est plein de tendresse. Les mots coulent sans retenue. Aujourd'hui, entre les voyageurs qui se bousculent et s'interpellent, le temps s'arrête, l'histoire se réécrit. Je desserre mon étreinte et te regarde dans les yeux. Je t'aime, Ba. Je suis tellement fière d'être ta fille. Ton visage est empreint d'une douceur que je n'ai jamais vue. Émue, tu laisses rentrer les mots comme une chanson. Moi, je flotte. Depuis mon massage tout à l'heure, je suis dans un état second. Tu m'as offert ce cadeau juste avant mon départ dans un institut de beauté. Masque au concombre sur le visage, massage aux pierres chaudes sur les jambes. C'est un jeune Vietnamien qui prend soin de moi. Je ne comprends pas un mot de ce qu'il me dit, mais je lui fais confiance. Il commence par me laver les pieds. Je vis ce moment comme une bénédiction. À travers chacun de ces gestes, je laisse le Vietnam rentrer en moi, me remodeler. Sa poigne est parfois bienfaisante, parfois douloureuse. Je sens le pays de mon père rentrer dans ma peau, dans mes muscles, dans mes os, dans mon sang, dans toutes mes cellules. Comme si une nouvelle géographie intérieure redessinait mes contours. Et puis, me voilà, face à toi, Ba, mon père. Cette fois, je ne peux plus me raconter d'histoire, me dire que je suis en quête d'un père toujours insaisissable, muet, absent. Tu es là, devant moi. J'ai tant de traits qui te ressemblent. Après avoir réglé toutes les formalités, je m'installe sur une banquette en attendant le décollage. À peine s'étant rencontrés qu'il faut déjà se quitter. J'aurais tellement aimé rester avec toi, plutôt que de rentrer seule dans l'hiver. Pourtant, ma vie m'attend. Je ferme les yeux. Les moments précieux de mon séjour s'égrènent comme des perles. À Saigon, je me recueille avec toi à la pagode, devant les cendres de mon grand-père Van Liu et celles de mon oncle Hué, devant la photo de Mamie Nonoï. Nous partageons un banquet végétarien avec les moines bouddhistes qui veillent sur les lieux. Curry de tofu, rouleaux impériaux, beignets de champignons, pousses de bambou, soupe piquante et une mystérieuse boisson, sorte de salsa pareille au goût de Coca-Cola. C'est ici, dans la pagode qui abrite ma famille, que je trouve l'objet que je cherche depuis le début de mon voyage, un mot, une sorte de petit tambour en bois que l'on frappe pour rappeler les ancêtres. Son bruit caractéristique se fait entendre à toute heure du jour et de la nuit, à travers le brouhaha de la ville. Moi, la première fois que je l'entends, c'est dans le film L'odeur de la papaye verte de Tran Han Hung. Depuis, il ne me quitte plus, même dans mes rêves. Je réussis à te traîner au musée des femmes, à Hanoï. Je découvre avec toi la beauté et la force des femmes de ton peuple. Ce sont elles qui portent les palanges de fruits sur leurs épaules, les paniers remplis de nourriture sur leurs hanches, leurs têtes ou derrière leurs vélos. Certaines se lèvent à 2 heures du matin pour aller vendre leurs légumes à la capitale. Elles restent une dizaine de jours avant de rentrer à la campagne. Elles sont prêtes à tout pour que leurs enfants étudient et obtiennent un travail. Je t'emmène, toi, mon père, le médecin français, au musée de la médecine traditionnelle à Saigon, à la découverte de ton propre héritage ancestral.
Toi qui ne jures que par la médecine occidentale, après avoir découvert les plantes, les pots et les bouilloires pour faire des décoctions, les balances pour peser les remèdes, nous prenons des photos en costume d'apothicaire. Tu rayonnes sur les photos avec ton costume de soie bleue et ton turban noir. Le royal de ton prénom te va à merveille. L'appel à embarquement interrompt les images qui défilent dans ma tête. J'empoigne mon sac et prends place à bord de l'Airbus 350 de Vietnam Airlines. Vêtues de leur haoyai vert jade, les cheveux noirs tirés en chignon, les hôtesses de l'air m'accueillent avec un sourire discret. Lorsque l'avion décolle, mes larmes coulent. 17 ans après le premier voyage, mon âme rentre à la maison. Je te laisse à ton histoire, je te laisse à ton pays. Nous sommes les voix du passé, venues murmurer à votre mémoire pour humblement vous enseigner à tisser les fils de l'histoire. Nous sommes Tung Tak et Tung Nie, deux sœurs unies par un destin légendaire. La dynastie Han, au 1er siècle de notre ère, s'étend dans le delta du fleuve Rouge et les plaines du Sud. Mais nous, filles aguerries d'un seigneur local, nous soulevons contre l'oppression de l'envahisseur, en ralliant d'intrépides cavaliers et paysannes. Oui, en l'an 40, nous levons l'étendard au sommet des collines, nous faisons trembler la terre sous nos pas, nous chantons la révolte de la vallée silencieuse, du haut de nos valeureux éléphants de combat. Avec le soutien de 65 villes et districts, nous marchons sur la préfecture de Jiaoqi et devenons les souveraines qui ont débouté la dynastie. 3 ans durant, notre royaume danse avec la liberté et malgré une armée de 10 000 soldats, il faut 2 ans au Han pour nous faire plier. On dit que nous nous sommes offertes au fleuve pour ne pas subir le déshonneur d'être capturés. Nous sommes des gardiennes spirituelles, nous sommes l'encre d'une mémoire immortelle. Nous sommes une promesse tissée dans les cœurs pour les 900 ans où les Viettes sont encore sujets. Et bien plus tard, sous de nouvelles menaces, d'autres figures écouteront nos cris tenaces pour répondre à l'appel de la liberté. Je suis Hamni, 8e souverain de la dynastie des Nguyen. Longtemps l'histoire m'a oublié, car je règne sur l'empire d'Annam de 1884 à 1885, soit moins d'1 an. Mais j'ai joué un rôle si important. À 16 ans, je vois les canons français s'abattre et faire tomber la capitale de Hue. Je décide alors de me battre pour la liberté. Par l'édit de Thieu Can Yun, proclamé depuis la citadelle de Teng Seu, je lance un appel vibrant à la résistance. J'appelle les campagnes à se soulever. J'appelle ancêtres et esprits de la terre à nous aider, car le ciel ne peut tolérer l'injustice et le peuple vietnamien ne peut vivre servile. À 18 ans, les Français me capturent. Ils réduisent ma couronne en cendres, mais n'éteignent pas le souffle de la révolte. Me voilà envoyé au bout du monde, à Alger, ville de lumière au bord de la Méditerranée, où mon nom devient un murmure inconnu, mais où je trouve des racines inespérées. Je troque mon empire pour un atelier d'artiste. Je grave mes blessures dans le marbre, je peins des toiles qui disent l'absence, je deviens prince des formes et roi des silences. Pour 1 an de règne, je vivrai 55 ans d'exil. Et je ne reverrai jamais mon pays. Mon corps est en France encore aujourd'hui, mais mon âme voudrait rentrer au pays. Moi, Hamni, je suis l'empereur sans empire que l'exil n'a jamais brisé et le maître d'un royaume intérieur que nul n'a pu conquérir. Je suis Oh Sun Hong,
Poétesse née à la fin de la dynastie Lé, dans une période de troubles et de révolte entre le XVIIIe et le XIXe siècle, j'écris pour critiquer, défendre la place des femmes dans la société. Indépendante d'esprit et rebelle aux normes, je me moque des hypocrites. On me surnomme la reine de la poésie nom. Pour ne pas écrire en chinois, j'écris en Tiot Nom, l'ancien alphabet vietnamien, aujourd'hui presque disparu. Mes poèmes grivois emplis d'irrévérence circulent sous le manteau de lettrés en lettrés et rappellent que l'intime est politique. Mon œuvre libère des règles et traditions qui enferment la littérature vietnamienne dans une pâle imitation des œuvres chinoises. Je suis le moine bouddhiste Thi Tuang Duc, celui qui s'immole par le feu en pleine rue le 11 juin 1963, en signe de protestation contre les violences faites aux bouddhistes. Mon geste aura de grandes répercussions. Un chapelet de bois entre les mains, je médite, immobile, pendant que le feu me consume. Pas un muscle ne bouge. On raconte que mon cœur seul serait sorti intact du brasier. Mon acte de résistance fait le tour du monde. Si vous allez vous recueillir à la pagode de la Dame Céleste, au bord de la rivière des Parfums dans la ville de Hue, vous verrez la petite Austin bleue qui m'a transporté dans mon dernier voyage. Je suis Thich Nhat Hanh, poète, penseur, écrivain, maître bouddhiste zen à la vie porteuse de sens. Je suis le pacifiste qui œuvre pour la paix dès les années 60. Je développe l'art de vivre et de marcher en pleine conscience. Je fonde en France la communauté du village des Pruniers. Je fais de la paix une pratique quotidienne. La seule façon d'échapper au cycle de la violence est de penser et agir avec compassion et amour. Je suis chez moi. Je suis arrivé. Il n'y a qu'ici et maintenant. Bien solide, vraiment libre, je prends refuge en moi-même. Nous, empreintes gravées dans vos âmes, nous sommes parce que vous êtes. Vous, veilleurs, veilleuses, porteuses du feu sacré, de nos récits vivants et vibrants, sachez que le remède contre l'oubli est de transmettre ce que vous portez. Nous sommes les voix du passé, venus murmurer à votre mémoire pour humblement vous enseigner à tisser les fils de l'histoire. Écrire pour recueillir le murmure des ancêtres et marcher avec toi vers l'horizon à naître. Écrire pour laisser une trace de l'exil inscrit dans mes os et balbutier les mots inconcevables. À ma gauche, celle qui porte le rêve de la tribu, le clan tissé serré, la grandeur et la dignité du nom. À ma droite, celle qui plonge à pleine main dans le varech et s'en fait des bracelets de joie éphémères. Ma grand-mère, qui a traversé la mer de Chine avec pour seule parure un collier de jade, un pyjama de soie. Ma fille, qui s'enracine dans sa Gaspésie natale, les pieds dans la boîte, le cœur lancé haut dans le ciel. Entre vous deux, j'existe au croisement des mondes. Dans le battement de vos paupières, je respire, maillon fragile de cette chaîne qui nous relie depuis la nuit des temps. Mon corps de femme métisse a traversé la moitié d'un siècle. Je sais de quoi est faite l'épaisseur d'une vie, ses deuils et l'espoir lumineux que tu prennes forme dans ce monde qui finit, dans ce monde qui commence. Parfois, tu désespères, quand l'ombre furtive s'épaissit pour t'enserrer dans ses bras. Plus d'espace et plus d'espoir, pieds et mains désarticulés, ton regard perd tout son éclat sans le fil rouge de la destinée. Écoute nos murmures au loin. Parfois, tu désespères, et c'est là qu'il faut te souvenir de qui tu es et d'où tu viens, et jusque dans ta chair le ressentir.
Au commencement était la terre. Tu es d'abord l'enfant des fleuves fertiles et des collines, du brasier ardent des cités et du cœur des hameaux. Goûte la terre qui est tienne, cette fastueuse moisson d'automne labourée de sueur et de larmes. Imprègne-toi de cette parure aux mille teintes havanes. Fais taire pour faire taire les orages qui voilent ton esprit. Fais taire pour raviver l'histoire dans ta conscience éclaircie. Écoute le chant de la terre. Parfois tu désespères, et c'est là qu'il faut te souvenir de qui tu es et d'où tu viens. Sous tes pas, des forêts voluptueuses te rappellent tes premières origines. Approche-toi des arbres maîtres. Ils sont de si précieux enseignants et sont aussi tes lointains ancêtres. Contemple leurs racines invisibles aux yeux et leurs branches qui échancrent le ciel. Les arbres t'invitent à saisir les césures, fugaces espaces de stabilité, et à faire monter ta sève pour renaître quand l'instant juste est arrivé. Écoute la clameur des forêts. Parfois tu désespères, et c'est là qu'il faut te souvenir de qui tu es et d'où tu viens. C'est là que tu dois entrer en toi comme une douce brise de nostalgie pour cueillir l'aube à ta porte et pour retrouver le fil qui nous relie. Nous, tes ancêtres, aux mille visages. Nous sommes passés, présents et futurs. Nous sommes jeunes, ridés ou sans âge. Nous sommes tes descendants sur la voie de ton ascension, connus ou inconnus, peu importe. Nous sommes tes origines et ta force, et nous avons enfanté l'espoir. Écoute nos cœurs battants. Parfois tu désespères, et pourtant nous sommes avec toi, infinie lignée de femmes et d'hommes. En tout temps, tu nous trouveras. Photographies d'enfance écornées, murmures du vent aux sages conseils, plumes soudain échouées à tes pieds, beauté nitescente d'une bougie, empreinte de tes pas pour la postérité. Par des rêves dans d'autres mondes, nous portons nos légendes outre-tombe et semons pour toi un terreau d'identité. Écoute les signes de notre présence. Parfois tu désespères, sang de notre sang, enfant de la terre, mais désormais il est temps. Temps de te relever, tête haute et pieds enracinés, temps de prendre ta place et d'oser regarder l'horizon. Temps de faire rouler les tambours de ton cœur toujours palpitant, temps de projeter nos noms étendards et de répandre nos récits par le verbe, temps de cultiver tes talents et de glaner des merveilles. Temps d'emprunter des voix sibyllines pour révéler ce que ton âme désire. Écoute nos paroles avisées. Nous sommes tes ancêtres aux mille visages, porteurs d'une foi sans faille et pétris du courage de notre histoire. Alors, appuie-toi sans crainte sur nous. Déjà ta noble colonne se redresse, vertèbre d'un temple sacré. Sache que le chemin d'ascension est ardu. Il te faudra braver des épreuves, il te faudra escalader des montagnes, mais tu atteindras de paisibles sommets. En haut, la vue sera claire et imprenable, et nous t'attendrons à l'unisson, interlude pour chanter nos retrouvailles et propulser nos corps au firmament. En haut, nous martellerons les étoiles et ferons résonner nos pieds jusque dans le ventre de la terre. En haut, nous célébrerons l'unité et de notre joie jailliront des rivières qui gorgeront le monde de lumière. Écoute la danse divine de nos âmes. Nous sommes tes ancêtres aux mille visages. Appuie-toi sans crainte sur nous, tes éternels alliés, guides et sages. Vaporeux comme les nuages d'une fin d'été, intangibles mais bien présents autour de toi. Avance dans le tonnerre crépitant, nous te donnerons le courage de traverser. Avance, vêtu de ton manteau de dignité, nous te donnerons le goût d'exister. Avance encore, même si le ciel désespère, nous te donnerons le choix de l'amour et de te souvenir de qui tu es. Écoute l'immobile silence. Et souviens-toi
des ancêtres. Excusez-nous, un petit problème technique, que nos instruments sont des instruments acoustiques, donc avec la chaleur. Ça vous accorde, donc ça gêne, faut que je vous Thank you.